Chers amis, heureux de vous retrouver et heureux d'accueillir dans ce podcast la personnalité qui a fait l'événement en ce début d'année 2026, Michel Demact, député fédéral, qui a annoncé qu'il rejoignait le mouvement des engagés. Ça réjouit les engagés, ça suscite un peu d'amertume du côté du MR, mais au-delà de ces considérations partisanes, j'avais vraiment envie, Michel, de revenir avec toi sur les enjeux démocratiques qui sont révélés en quelque sorte par ta décision. D'abord, j'ai envie de te demander comment tu vas après cette tempête médiatique, après ce choix qui n'est pas simple quand même à assumer. As-tu trouvé tes marques ? D'abord, bonjour Benoît et bonjour à tous ceux qui te suivent, bien entendu. Ça fait plaisir d'être accueilli ici chaleureusement. Comme je l'ai été du reste au sein des engagés, je me sens bien en fait. Je me sens extrêmement bien, je me sens libéré d'une certaine sorte, allégé d'un poids que je portais sur moi parce que je n'étais plus en phase avec une ligne politique que je ne voulais plus défendre, qui était pourtant ma ligne quand je suis arrivé il y a 7 ans en politique, qui est celle d'un libéral social et humaniste, mais qui, c'est la vie, est en train de glisser vers une droite populaire assumée qui n'est pas ma ligne politique, avec des accents populistes et trumpistes, ce qui n'est pas ma ligne politique. Et donc je voulais vraiment être en phase avec mon âme. Et je pense que dès lors qu'on est en phase avec soi-même, dès lors qu'on est en paix avec soi-même, il n'y a rien de plus important en réalité dans la vie, certainement en politique. Et donc je vais très bien. Pour faire bref, je suis très heureux. C'est en tout cas l'impression que tu dégages. J'ai l'impression que tu t'es pas du tout renié à travers ce choix, mais que tu t'es plutôt retrouvé, en quelque sorte. Exactement. Ce n'est pas du tout un renoncement sur mes valeurs. Je pense que de ne pas quitter et rejoindre les engagés où je retrouve ce corpus de valeurs politiques qui me convient, ça aurait été me trahir. Et me trahir, c'est trahir toute mon activité politique, c'est aussi trahir mes électeurs. Je ne le voulais pas. Je voulais continuer, comme je l'avais promis, sur le socle de valeurs que je m'étais défini en arrivant dès le premier jour au mouvement réformateur. Alors d'emblée, tu parles de valeurs et c'est quelque chose qui m'a vraiment réjoui dans la communication que tu as pu faire, parce que c'est pas si fréquent de parler de valeurs en politique. Tu te définis comme un libéral social humaniste. On retrouve un peu là derrière les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? La liberté, c'est la valeur cardinale, je pense. Et qui dit la liberté, dit les libertés, bien entendu. Alors bien sûr, il y a la liberté de penser, la liberté d'expression. On a cette chance, nous, ici, Hic Nunc, en Belgique, de pouvoir s'exprimer librement. Il y a aussi la liberté de la presse. J'ai un corpus politique qui est finalement la somme de ce que j'ai été dans ma vie. J'ai été journaliste pendant 25 ans. Je me suis toujours promis de défendre cette corporation parce qu'elle est fondamentale au bon exercice de la démocratie. C'est ce qu'on appelle un contre-pouvoir. Et donc, évidemment, ces libertés sont un corpus fondamental dans ma vision de ce que doit être une politique juste et au bénéfice des citoyens. Alors, humaniste, parce que je pense que cliver, polariser, comme la société se polarise de plus en plus aujourd'hui, c'est évidemment tout le contraire de mon projet politique. Je pense qu'il faut pouvoir créer des ponts et non pas des murs, a fortiori dans un système politique comme le nôtre, qui est un système à la proportionnelle et non pas un scrutin majoritaire. Et donc, si vous ne pouvez pas être en capacité de créer des ponts, bien entendu, vous ne savez pas construire un projet de société, malheureusement. Et donc, c'est fondamental, humaniste, à visage humain. Vous savez, chacun a ses difficultés dans la vie. J'ai des proches qui ont eu des difficultés dans la vie, des parcours cabossés, comme on dit, des échecs, des réussites. On peut tous, à un moment donné, avoir un couac, un accident de la vie qui fait qu'on a besoin de l'ensemble de la société pour se relever. Eh bien, c'est fondamental. Et l'approche humaine dans ce cadre-là, pour moi, elle est tout simplement essentielle, en réalité. Ce qui appelle aussi à la solidarité, évidemment. Ce qui appelle bien sûr à la solidarité. Quand je disais, en arrivant en politique, que j'étais un libéral social, c'est exactement ce que ça voulait dire. Et humaniste, c'est aussi ce que ça voulait dire. Vous savez, dans ma carrière précédente comme journaliste, j'avais eu la chance de recevoir le prix du journalisme audiovisuel. J'étais le premier d'RTL qui le recevait après des dizaines d'années de trust de la RTBF à l'époque. Et c'était sur un portrait des migrants illégaux en Belgique. C'était à l'époque de la grande vague de régularisation des années 1999-2000. Et j'avais fait un portrait juste, je pense, et nuancé de ce phénomène qui était la migration, les illégaux. Et je pense que cette approche nuancée, c'est quelque chose qui doit nous porter en réalité. Et je ne suis finalement que le reflet, la continuité des combats que j'ai menés par ailleurs, bien entendu, on en parlera peut-être, de mon trajet de vie que j'ai transposé à un moment donné de l'observation, de l'analyse, du questionnement à l'action, c'est-à-dire du journalisme à la politique.
Le hasard veut qu'aujourd'hui même, au Parlement de la Fédération, on va remettre le prix du journalisme et on va à nouveau insister sur l'importance de la liberté de la presse et la nécessité d'avoir un regard objectif, critique sur notre société. Il y a une autre valeur qui te tient beaucoup à cœur, tu as insisté là-dessus, c'est la probité, une forme de déontologie qui s'applique dans tous les milieux, mais qui doit s'appliquer également en politique. Mais qui doit s'appliquer avant toute chose en politique, et très certainement parce qu'on est en politique. La politique, c'est servir, et c'est pas se servir. Donc la probité, elle doit être essentielle. C'est une ligne rouge que je me suis toujours donnée en arrivant en politique, et c'est écrit sur mon site internet et sur mes Facebook, c'est de respecter cette éthique et cette probité. Je pense que on a tout dit quand on dit servir et non pas se servir, c'est vraiment l'essentiel. Et donc, tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui ne correspond pas à l'éthique, à la déontologie parlementaire, au conflit d'intérêts, je le fuis comme la peste. Et je retrouve aujourd'hui aux engagés cette volonté, après les longues discussions que j'ai eues avec le président, Yvan Van Oostrakh, mais aussi Maxime Prévost, que je connais depuis de très nombreuses années, et d'autres, que cette probité, cette éthique, c'est vraiment une ligne cardinale que l'on suit aux engagés. J'en avais besoin, ce n'était pas le cas là où j'étais. Malheureusement, je le regrette, parce que je pense que tous les politiques devraient en effet œuvrer pour le bien commun par cette probité. Ça mettrait moins de défiance du grand public vis-à-vis de la politique. Malheureusement, je constate que ce n'est pas toujours le cas, mais je suis très heureux d'être dans un parti qui défend cette probité. Ouais. Tu as aussi pointé dans ton expression le risque d'une dérive illibérale. On connaît, y compris en Europe, des régimes illibéraux, bien sûr, qui ont une tentation autoritaire. Tu nous mets en garde, en quelque sorte, sur une tentation qui se fait jour également dans notre pays. Oui, je pense que c'est important de mettre en garde sur les digues qui sont en train de se fissurer. On le voit à de nombreux égards. Alors, il y a eu le phénomène Trump, que j'ai pu analyser en tant que journaliste. J'étais à Washington lors de son élection, c'était assez étonnant, qui est en fait le résultat d'une fracture des États-Unis, entre le centre des États-Unis et les côtes. En réalité, ce sont deux mondes qui finalement ont un peu de difficulté à cohabiter. C'est vraiment le résultat d'une fracture et d'une polarisation extrême. Et je vois que ce phénomène du Trumpisme, de la polarisation, est en train de l'illibéralisme, est en train de finalement s'étendre comme une tâche qui est, à mon sens, extrêmement inquiétante. En Europe, bien entendu, regardez ce qui se passe juste à côté de chez nous, aux Pays-Bas. Regardez ce qui se passe juste à côté de chez nous en Allemagne, avec l'AfD. Regardez ce qui se passe tout près de chez nous en Italie. Regardez ce qui se passe tout près de chez nous en France. Dans mon discours à l'occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 27 septembre dernier, j'ai mis en garde contre ce fascisme qui vient. Oui, et je pense que c'est Umberto Eco qui définissait très très bien le fascisme rampant en réalité. Et il faut être vigilant à tout signe d'émergence, si vous voulez, de fascisme. On parle d'illibéralisme. Quand des personnes se mettent à critiquer les institutions, quand des personnes se mettent à vertement attaquer la presse, je dis bien attaquer la presse, faire une forme d'intimidation à l'égard des journalistes, quand des personnes se mettent à critiquer le parlementarisme même, et les pairs, donc c'est-à-dire les collègues parlementaires. Tout ça, ce sont des lignes d'illibéralisme. Quand on vante le culte du chef, par exemple, c'est foncièrement tout l'inverse de ce qu'est être libéral en réalité. C'est quoi le libéralisme ? Le libéralisme, c'est simplement la capacité qu'a l'individu d'être libre dans ses choix et dans son expression, mais aussi d'être responsable, parce que la liberté s'accompagne toujours nécessairement de la responsabilité. Et donc, à partir du moment où vous avez une expression publique dans la presse en disant « chaque individu a besoin d'un chef pour décider », c'est le contraire du libéralisme. C'est de l'illibéralisme, et c'est une tendance politique qui m'effraie, je vous le dis franchement. Et donc, je veux plus de nuances. Je veux un parti qui puisse rassembler les libéraux authentiques vers cette forme de nuance, avec de l'humanité, avec de la dignité pour l'alter ego, pour la personne humaine. Et je trouve que les engagés est le véhicule parfait aujourd'hui de mes idées. On voit bien qu'il y a deux visions de société, d'une certaine manière. Une vision qui tend à fracturer la société. Oui. C'était le cas de la lutte des classes, et c'est toujours le cas d'ailleurs dans une certaine gauche, voire une extrême gauche. Et puis, on parle maintenant de guerre culturelle chez certains. Oui. C'est une façon de polariser, de cliver. À l'inverse, le discours du roi appelle à sauvegarder le bien commun. Il s'agit là plutôt de rassembler, de surmonter les désaccords. Il y a là vraiment un choix de société. Mais écoutez, le choix de société, il est chevillé au corps à l'amour que j'ai pour mon pays en réalité. Et quelle est la devise de la Belgique ? L'union fait la force. Ça dit tout en réalité. C'est nos différences
qui doivent rassembler en réalité, qui doivent faire un projet de société. Et c'est certainement pas en fait notre division ou nos différences qui doivent nous diviser. Regardez Bruxelles. Bruxelles, c'est ma ville. Je suis né rue Haute, dans les Marolles. À Bruxelles, j'ai jamais quitté ma ville. Bien sûr, j'ai beaucoup voyagé, mais j'y suis toujours en tant que résident. Et Bruxelles, c'est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde. Il y a plus de 200 nationalités. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'en divisant, on va pouvoir créer un projet de société? Certainement pas. Il faut rassembler autour des différences, mais faire en sorte que nos différences soient une plus-value au projet de société. Il y a là une question de méthode dans la gestion politique. Et effectivement, la situation de Bruxelles est désespérante depuis maintenant plus de 18 mois sans gouvernement. J'ai l'impression que, mine de rien, Yvan Verhofstadt est en train de rechercher une nouvelle méthode qui vise précisément à rapprocher les points de vue et à créer du consensus. Oui, bien entendu, parce que à Bruxelles, moi qui suis bruxellois, dès le soir des élections, on a vu les équilibres politiques. Nous sommes en démocratie, c'est fondamental la démocratie. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, tout comme d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais comme je suis actif dans les matières internationales, je tiens comme à la prunelle de mes yeux à ce que le droit international reste un cap absolu dans nos relations dans le monde. Et donc, ce qu'on voit à Bruxelles, c'est qu'il y a une arithmétique extrêmement difficile au soir des élections, avec évidemment des victoires qui ne sont pas suffisamment nettes que pour faire une majorité tout seul. Ça tombe sous le sens en Belgique. J'ai jamais vu un parti avoir plus de 50% jusqu'à ce jour, et j'espère que ça restera le cas d'ailleurs. Et de l'autre, des expressions qui ont fait qu'en fait, des exclusives aussi de plusieurs partis, la plupart, qui ont fait qu'en réalité, c'était rendu impossible de créer un projet commun pour les Bruxellois et les Bruxelloises. Or, c'est ce qu'ils attendent. Servir et non pas se servir. Être au service des citoyens. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'après tant de mois d'errance, après finalement ce fiasco, parce que gagner une élection ne sert à rien si on peut ne rien en faire. Alors finalement, on est au point de départ et peut-être même qu'on a régressé. Et donc, après des mois d'errance, là, nous sommes bientôt à 590 jours sans gouvernement. C'est quasiment un record mondial. Je pense que d'ailleurs, c'est un record mondial. Il y avait, on était en balance avec l'Irlande, je pense, mais au niveau local. Et donc, maintenant, il est temps que des personnes responsables essayent de rassembler, de ne pas s'insulter autour de la table de négociation, de ne pas s'insulter par presse interposée. Ce n'est pas possible. À Bruxelles, si on voulait un projet le plus centriste et libéral possible, il fallait de facto, par l'arithmétique, ne pas exclure et le Parti socialiste et les écologistes, puisque mathématiquement, vous ne savez pas faire une majorité sans ces deux partis. C'est un fait. C'est le choix des électeurs. On peut le regretter. Je préférais largement un projet davantage centriste et libéral. Mais que voulez-vous? Nous sommes en démocratie et c'est pour ça qu'on la défend. Et donc, aujourd'hui, je pense que Yvan Verhofstadt, le président des engagés, a pris ce chantier à bras-le-corps parce que c'est de la pure responsabilité. Le pire qui puisse arriver à Bruxelles, c'est l'absence de gouvernement et le fait qu'on aille en affaires courantes jusqu'à la fin de la législature. C'est le pire qui puisse arriver. Vous savez que les finances bruxelloises sont dans un piètre état, dramatique même, que si on ne fait rien, on risque à terme à un moment donné de ne plus pouvoir payer les gens qui travaillent au service de la collectivité, les Bruxellois, les Bruxelloises qui sont fonctionnaires, mais d'autres aussi. Il y a des gens, par exemple, qui travaillent dans le secteur des primes énergétiques qui est fondamental dans la société d'aujourd'hui, et bien qui ne sont plus payés par les institutions. Donc je pense qu'il faut un sursaut politique pour enfin créer un projet de société le plus libéral et centriste possible, bien entendu. C'est mon core business politique et c'est ce en quoi je crois, et vous aussi, Benoît. Mais en attendant, je pense qu'il faut aussi tenir compte des autres. Ce n'est pas en excluant l'autre, ce n'est pas en créant des murs qu'on fait un projet de société, c'est en créant des ponts. L'avenir dira si la tentative d'Yvan aboutit ou pas. En tout cas, il y a une obligation de moyens. Clairement. En politique, il n'y a jamais une obligation de résultat parce que voulez-vous, finalement, c'est l'électeur qui décide. Mais en tout cas, les politiciens et les personnalités politiques ont tout à mettre en œuvre pour obtenir un résultat. Il y a une obligation de moyens. C'est important aussi pour la fédération Wallonie-Bruxelles, qui est l'union des deux régions. Et pour le moment, effectivement, il n'y a pas de partenaire au niveau bruxellois. Oui, c'est vrai. C'est donc extrêmement dommageable pour l'ensemble de la société. Pour l'ensemble des politiques menées dans la partie francophone du pays. Bon, les défis ne manquent pas. Vous êtes député fédéral, cher Michel, avec une appétence, on le sent, pour toutes les questions internationales. Mais il y a aussi des sujets un peu différents qui vous intéressent, qui vous ont intéressé dans vos nombreuses vies antérieures et qui vont sans doute encore vous mobiliser. Quels sont vos projets pour les prochaines semaines, les prochains mois? Des projets, j'en ai beaucoup, Benoît, parce qu'au Parlement, j'ai, je peux le dire, un bilan qui a permis d'arriver à vraiment du concret. Les adoptions illégales internationales, qui est aussi une compétence communautaire, mais que j'ai gérée dans sa partie fédérale.
ça a été vraiment pour moi une victoire politique extraordinaire, c'est-à-dire que des victimes belges ou étrangères d'adoption illégale internationale, mais adoptées dans notre pays, n'avaient pas les mêmes droits que d'autres personnes. On a fait changer le code civil, on a fait changer le code pénal, on a fait reconnaître les victimes officiellement par le gouvernement. C'était le Premier ministre De Croo à la dernière séance de la Vivaldi. Donc il y a encore un chantier à continuer. Donc des projets, j'en ai énormément. Au niveau international, bien entendu, puisque je suis en commission relations extérieures, coopération, développement et affaires européennes. Au niveau énergétique, bien entendu, c'est fondamental. Je pense que le bon sens du centre droit et des libéraux socio-humanistes ont fait que nous avons une énergie mixte, un mix énergétique qui est fondamental pour assurer la transition, en réalité, avec bien entendu du nucléaire. J'y ai beaucoup œuvré aux côtés à l'époque de Marie-Christine Mariem, qui avait ces compétences. J'étais son député référence en commission pour réinstaurer un mix énergétique et les flux énergétiques et climatiques sont encore bien présents. Ils sont passés un peu à l'arrière-plan sur le terrain médiatique. Malheureusement. Il y a là une vraie nécessité, une urgence. Oui, vous savez, moi je l'ai vu sur le terrain. Dans une vie antérieure, j'ai relié avec des amis Sydney en Australie à la Belgique en ULM. Il se fait que je suis pilote d'ULM et également parachutiste. Et donc, je voulais faire ça pour faire un film, en réalité. Le film, je le faisais avec le WWF, le Fonds mondial de la nature, pour la nature. Et donc, dans chaque pays traversé, et de Sydney à la Belgique, vous vous doutez qu'il y en a beaucoup, nous allions voir les équipes du WWF qui nous donnaient les premières informations sur les effets visibles du changement climatique. Ce film, c'était In Tempore Non Suspecto, lorsque c'était pas encore une mode politique de parler du climat, c'était en 2009. Et donc, je l'ai présenté dans le cycle Exploration du monde, au Canada dans le cycle Les Grands Explorateurs. Et donc, j'ai toujours été sensible, si vous voulez, à cette cause environnementale, parce qu'en réalité, cette cause environnementale, c'est pas juste faire du vert pour faire du vert, c'est pas du greenwashing, c'est simplement protéger la maison qui nous abrite et qui abritera les futures générations, nos enfants, les vôtres, les miens. Et donc, je pense que c'est important de continuer à se battre, même si, c'est vrai, ce n'est pas trop dans l'air du temps, parce qu'il faut le dire aussi, très sincèrement, l'écologie, qui est une écologie, à mon sens, qui doit être positive et non pas punitive, cette écologie, elle est rentrée dans les mœurs. Et donc, chacun des partis politiques aujourd'hui en prend sa part de responsabilité. Je pense qu'à nouveau, là, au centre, les engagés sont le parti où je me retrouve le plus. Alors il y a aussi un sujet qui est au cœur des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui vous intéresse, c'est la culture. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Benoît, vous savez, dans mon ancienne vie de journaliste, alors j'ai eu une période pendant 5 ans de reporter de guerre, où j'étais au Rwanda pour le génocide, où j'étais en Bosnie, au Kosovo pendant 3 mois, au Burundi, en Biélorussie et j'en passe. Et puis j'ai eu cette période où j'étais un peu plus connu parce que j'étais présentateur du journal. On s'en souvient. Et il se fait que pendant 20 ans quasiment. Et il se fait qu'à un moment donné, j'ai décidé, parce que c'était vraiment une envie profonde, de mettre en avant le secteur de la culture. Et j'ai créé à l'époque une émission qui s'appelait Le Face à Face, qui est une émission qui a duré pendant des années. D'abord sous mon égide, sous ma direction, et puis ensuite j'ai passé le bébé à d'autres. Et c'était important pour moi d'accueillir tout ce qui se fait dans le monde de la culture. Des stars, bien entendu, hein, parce que c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous rassemble autour aussi de musique, de théâtre, de cinéma. Donc j'ai eu à peu près tout ce qui est connu dans le milieu francophone et même parfois anglophone sur mon plateau. Ça passe de Johnny Hallyday à Barbara Hendricks pour aller dans des registres différents. J'ai même reçu Maurice Béjart, figurez-vous, pour faire une grande émission. C'est un souvenir extraordinaire. Mais ça allait donc dans tous les registres. Et puis je recevais aussi des gens qui, au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, font de la culture et ont une plus-value, mais sont moins connus. Et je les mettais en valeur. Et donc, aujourd'hui en politique, comme je vous le disais, je ne suis que la somme de ce que j'ai pu créer par le passé dans ma vie, et je tiens à toujours autant défendre la culture, qui n'est pas, comme je l'entends parfois, un secteur non productif par rapport aux autres secteurs qui seraient, eux, productifs. C'est pas vrai du tout. Il y a plus de 100 000 emplois en Fédération Wallonie-Bruxelles concernant la culture. Donc il faut défendre bec et ongle ce secteur que je tiens extrêmement à cœur, qui nous fait rêver. On a besoin de culture pour faire du lien social et sociétal. Cher Michel, merci pour cet entretien. Je crois qu'on mesure bien qu'au-delà d'un choix personnel, il y a vraiment un choix de société qui nourrit votre démarche. Et c'est finalement très enthousiasmant pour les semaines ou les mois qui nous attendent. Il y a un beau travail à réaliser pour une société plus inclusive, plus libre, plus responsable. Merci finalement pour le combat commun que nous allons pouvoir mener ensemble. Et merci Benoît, surtout de le mener, d'accepter que je le mène à vos côtés. Non, ça c'est un honneur. On est plus fort quand on est ensemble. Oui. L'union fait la force. Et meilleurs vœux pour l'année 2020. Meilleurs vœux à vous et à tous vos suiveurs, vos followers. À bientôt, chers amis. J'espère que cette rencontre vous aura permis d'identifier les enjeux démocratiques sur lesquels nous devons travailler. À bientôt.